Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du PG Podcast, donc le 10e épisode. Nous sommes officiellement en 2024, donc je souhaitais tout d'abord vous souhaiter une bonne année 2024 à tous. Donc, aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler de mes pires expériences avec les SARMs. Pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode? Tout simplement parce que je vois que sur ma chaîne, je parle beaucoup des SARMs en bien et beaucoup d'individus m'ont fait parvenir comme information que, en gros, voilà, je donnais un peu trop une bonne image aux SARMs et je parlais pas assez des effets secondaires ou des mauvaises expériences qu'on peut avoir avec. Bien sûr, moi je pense un peu le contraire, j'essaie de faire de la prévention et vraiment de donner toutes les informations, qu'elles soient positives ou négatives par rapport au sujet. Bien sûr que j'ai un biais qui est positif envers les SARMs puisque mon expérience avec eux a été largement positive, mais quand même elle n'a pas été 100% positive, donc je sais quand même partager avec vous aujourd'hui ces informations là. Je pense que ça pourra aider pas mal d'entre vous à éviter de faire peut-être les erreurs que moi j'ai commises lors de mes débuts avec les SARMs, et puis voilà, vous permettre de rester en bonne santé et de ne pas faire des erreurs un peu bêtes que j'ai pu faire moi-même par le passé. Alors pour commencer, pour parler de ma première mauvaise expérience avec les SARMs, c'était lors de ma deuxième cure d'Ostarine. Alors si vous avez suivi mon évolution, mon podcast depuis pas mal d'épisodes, j'ai parlé un peu de mon évolution avec les SARMs où je disais que voilà, en 2020, j'ai commencé à utiliser l'Ostarine sur une première cure. Et ensuite, il y a eu le confinement, Covid, etc. Et j'ai réutilisé l'Ostarine à la fin de cette année 2020. Donc, j'ai fait la première cure d'Ostarine, j'avais fait 8 semaines entre 10 et 20 mg par jour. Et là, du coup, on se retrouve à la fin de l'année. Donc, j'ai décidé de reprendre de l'Ostarine. Mais comme, selon moi, j'avais de l'expérience avec, je m'étais dit, bon, allez, j'ai fait entre 10 et 20 mg par jour. Qu'est-ce que la dose maximale recommandée? 25 mg par jour? Ok, c'est parti, on va faire 25 mg par jour et on va faire ça pendant 12 semaines. Donc voilà, mon raisonnement à l'époque. Donc je me suis dit, bon, ça va le faire, 25 mg pendant 12 semaines. Et il est vrai que les 6 premières semaines, 5-6 premières semaines, on va dire, tout allait bien, tout était parfait. Tous les avantages de l'Ostarine, meilleure humeur, meilleure congestion, vision positive, motivation à l'entraînement, etc. Prise de muscle. Donc j'avais vraiment tous les effets positifs de l'Ostarine et je m'étais dit, ok, j'ai bien fait de reprendre de l'Ostarine parce que c'était pour moi le SARMs qui m'avait marqué. Et puis j'avais pas d'aspiration à prendre d'autres SARMs à l'époque pour le moment. J'étais encore en train de faire du cyclisme, voilà, et j'avais pas trop envie de prendre trop de masse et tout. Je me suis dit, bon, l'Ostarine c'est parfait. C'est le meilleur compromis que je puisse utiliser. En plus, ça m'aide à continuer d'améliorer mes performances en endurance, donc ça ne les dégrade pas. Donc je vais pouvoir utiliser ce SARM là. Et voilà, comme je vous ai dit, tout allait bien les 6 premières semaines. Et puis, ce qui devait arriver arriva, donc la suppression de la testostérone, puisque je n'avais pas forcément de base de testostérone à ce moment-là. J'avais uniquement du NAC avec l'Ostarine, donc en protection hépatique, mais j'avais pas prévu de base de testostérone, puisque voilà, je n'étais pas forcément au courant du concept, ou alors je commençais juste à l'apprendre à ce moment-là. Et puis, également, je m'étais dit, bon, bah, sur ma première cure d'Ostarine, j'ai pas pris de base de testostérone, tout allait bien. J'ai fait une petite relance avec un booster de testostérone à la fin, donc ça va suffire pour cette cure-là aussi. Et en fait, je commençais vraiment, au bout de 6 semaines, je commençais à avoir un sommeil un peu déréglé. J'arrivais mal à dormir, j'arrivais mal à m'endormir, je récupérais moins bien. Également, j'avais une grosse baisse de libido. Un peu des symptômes dépressifs qui commençaient à apparaître. Et je me suis dit, c'est bizarre, je prends de l'Ostarine, j'ai l'impression que tout va bien. Je commence à avoir des douleurs à l'entraînement. Je commence à avoir une vision de la vie un peu bizarre. En tout cas, je savais pas vraiment ce qui se passait. Et c'est juste au bout de 1 à 2 semaines, une semaine de vivre un peu cette suppression de la testostérone que je me suis dit, ah, c'est peut-être la suppression de la testostérone. Peut-être. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai commandé du DHEA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le DHEA, c'est un supplément qui va se convertir en œstrogène. Et donc, quand vous prenez des SARMs, le DHEA peut servir comme base de testostérone, entre guillemets, puisque voilà, lorsqu'on fait une base de testostérone, c'est pour avoir un taux d'œstrogène suffisamment élevé, puisque lorsque vous allez supprimer vos niveaux de testostérone, vous n'allez plus avoir de conversion en œstrogène. C'est pas un problème de plus avoir de testostérone de manière lorsque vous avez le SARM dans le système, puisque le SARM va accomplir les fonctions de la testostérone,
mais il ne va pas pouvoir accomplir les fonctions de l'œstrogène. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une base de testostérone avec les SARMs. En tout cas, si vous faites des dosages assez élevés sur une période de temps assez longue, même avec un SARM peu suppressif, il peut y avoir de la suppression assez importante, parce que là j'étais à 25 mg par jour. Je pense que mon organisme c'était trop à ce moment-là pour lui. J'aurais dû rester entre 10 et 20 mg par jour, mais bon, voilà, une erreur, je peux pas trop l'expliquer. J'étais pas encore assez mature, on va dire, à ce niveau-là. Et donc j'ai rajouté le DHEA, mais je me sentais pas super bien. Ça a mis vraiment pas mal de temps à revenir. Et les 4 dernières semaines de la cure, vraiment, pour moi, étaient pas du tout productives. En fait, j'ai eu une bonne prise de muscle les 5-6 premières semaines, où j'ai pris 4 kilos. Et ensuite, sur la fin de la cure, j'ai plus fait une sorte de recomposition corporelle. Donc, je commençais à perdre encore de la graisse et avoir une meilleure densité musculaire. Mais j'ai pas eu des gros progrès en fin de cure, et je pense que c'est dû à cette absence de base de testostérone. Donc voilà, pour ma première mauvaise expérience avec les SARMs, c'était vraiment une expérience de suppression. Et donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je milite entre guillemets pour vous dire, ok, tu peux prendre un SARM peu suppressif, mais ne dose pas trop élevé, et bien sûr pense à faire un PCT, parce que même un SARM peu suppressif, au bout d'un certain temps, il va être vraiment suppressif. Voilà. Parce que votre corps il est pas bête, au bout d'un moment il sait qu'il y a un androgène présent dans le système. Et au dosage où on l'utilise pour l'amélioration des performances, pour l'utilisation récréative, c'est pas les dosages qu'ils utilisent de manière clinique, où ils ont peu de suppression de testostérone. Mais là c'est différent. Donc ça a été vraiment ma première mauvaise expérience avec les SARMs. Et pour autant, je me suis pas dit les SARMs c'est pas bien. J'ai vite compris de mes erreurs et je me suis dit ok, l'ostarine c'est cool, entre 10 et 20 mg par jour, il n'y a pas trop de suppression, je me sens bien, pas de problème de libido. Au-dessus de 20 mg par jour, 25 mg par jour, à cette époque-là, je faisais dans les 77 kg, c'était un peu trop élevé. Et donc, voilà, prendre une base de testostérone, si je fais une prochaine cure avec l'ostarine, ça sera peut-être quelque chose à considérer. Donc voilà pour ma première mauvaise expérience, on va dire. Sinon, cette deuxième cure d'ostarine, pour moi, elle a été très bénéfique. J'ai eu de très bons résultats. J'ai pas eu de perte de performance en endurance, etc. Mais la suppression de la testostérone a fait que j'ai eu un sommeil de mauvaise qualité, un peu des douleurs qui apparaissaient à l'entraînement, baisse de libido, un peu des symptômes un peu dépressifs. Donc c'est pas quelque chose que vous souhaitez avoir en fait en prenant des SARMs. Tout simplement, sinon voilà, vaut mieux ne pas en prendre. Bien sûr, ne prenez pas des SARMs. Ici, je parle juste de mon expérience personnelle, ce n'est pas à reproduire chez vous, c'est juste pour vous éduquer et vous informer sur le sujet. Ensuite, la deuxième mauvaise expérience que j'ai eue avec les SARMs, il n'y a pas eu trop de temps entre les deux. Ça a été la cure qui a suivi 2 mois après, donc 1 mois et demi après. C'était la cure de S4 Andarine. Alors ma première expérience avec le S4 Andarine. Bien sûr, ça n'a pas été une expérience horrible, mais je vais vous partager mon expérience avec ce SARM. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que l'Andarine S4, j'ai un peu du mal. J'essaie à chaque fois de lui donner sa chance et de dire c'est un bon SARM, il y a des avantages positifs, etc. Mais il y a ce fameux effet secondaire sur la vision. Et pour moi, je sais pas pourquoi, à cette époque-là, je me suis dit, je pense qu'après cette deuxième cure d'ostarine, je me suis dit, j'ai commencé à tester les SARMs, pourquoi pas les tester un par un et puis voir. Voilà, j'avais envie en fait. Je prévoyais peut-être à l'avenir de faire une chaîne YouTube et de me dire, ok, il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui parlent des SARMs, pas du tout même. Je vais pouvoir peut-être documenter ce que je fais et puis ensuite le repartager. Et c'est comme ça que j'ai créé la chaîne YouTube au bout d'un moment. Parce que je me suis dit, pourquoi il n'y a personne qui en parle en fait. C'est voilà. Donc le S4 Andarine, j'étais à 50 mg par jour. Alors j'ai commencé à une dose assez modérée, on va dire, pour le S4. C'est la dose qu'on utilise. Normalement, ce qui est recommandé, enfin, quand on regarde un peu sur internet et tout ça, entre 25 et 75 mg par jour, c'est ce qui est la plupart du temps recommandé. Donc moi je me suis dit ok, demi-vie de 4 à 6 heures. À cette époque-là, j'avais que des gélules de 25 mg. Donc je pouvais doser soit 25, soit 50, soit 75 en 2 ou 3 fois. Mais je pouvais pas doser comme si j'avais eu un liquide. Donc voilà, j'aurais préféré avoir du liquide, mais à l'époque je savais pas non plus. Voilà, voilà. Mais pour le S4, demi-vie de 4 à 6 heures, donc il vaut mieux le doser 4 fois par jour. 4-5 fois par jour, pour avoir des concentrations stables, en tout cas lorsqu'il est utilisé en solo.
Donc le S4, j'ai pas constaté grand chose les premières semaines. Peut-être une petite densification de mon physique, une légère perte de graisse, un léger assèchement, donc une perte de rétention d'eau. Mais par contre, j'ai tout de suite ressenti cet effet secondaire sur la vision. Alors pour vous parler en détail de cet effet secondaire, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais je vais en reparler ici. Donc cet effet secondaire sur la vision, en fait, c'est lorsque vous passez d'un environnement clair, surtout, à un environnement sombre. Déjà, vous êtes extrêmement sensible à la lumière, donc à la lumière du soleil. Moi, je me souviens, quand j'allais à la salle de sport, donc c'était pendant le deuxième confinement, en 2021, donc les salles de sport étaient ouvertes pour certains individus à ce moment-là. Moi, c'était que le matin que je pouvais y aller, donc j'y allais le matin, et il faisait beau temps quand même à cette époque-là, et je me souviens que en allant à la salle sous le soleil, déjà, je sentais un peu mal à l'aise avec la lumière du soleil qui tapait, et vous n'avez pas la vision extérieure comme vous l'auriez naturellement. C'est que le S4 va entraîner une sorte de filtre un peu verdâtre sur votre vision. Vous voyez les filtres, ceux qui ont connu Instagram un peu à ses débuts, les filtres Instagram que tout le monde utilisait là, qui étaient un peu verdâtres, jaunâtres, etc. C'est exactement pareil lorsque vous prenez du S4, c'est-à-dire que vous voyez le monde extérieur un peu comme ça. Donc c'est-à-dire que l'herbe était beaucoup plus verte, mais un vert un peu bizarre et pas naturel. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Bon après je m'y attendais bien sûr parce que j'avais lu pas mal de rapports anecdotiques, j'avais regardé des vidéos, mais je me suis dit voilà, pourquoi pas tester, hein, tant qu'on y est, tester le S4, c'est parti. Et aussi en arrivant à la salle, donc j'y allais à vélo, donc il faisait soleil, un grand beau temps, et moi dans ma salle c'était vraiment sombre. Quand on rentrait dedans, il n'y avait pas de lumière, et en fait vous traversez une longue allée et puis vous allez jusqu'au vestiaire. Et je me souviens à partir du moment où je rentrais dans la salle jusqu'à aller au vestiaire et à me changer, il y avait au moins 2 ou 3 minutes où ma vision mettait un certain temps à s'ajuster, beaucoup plus lentement que d'habitude. Donc ça peut arriver, même lorsque vous ne prenez rien, prenez pas de S4, il se peut que lorsque vous passez d'un environnement clair à un environnement sombre, vous avez une certaine période d'adaptation de votre vision, mais c'est assez rapide généralement. Là avec le S4 c'est x10, x20, je vous dis pendant 3 minutes j'avais du mal à voir et à ajuster ma vision. Donc voilà, et ensuite, donc ça au fur et à mesure des semaines, ça s'arrange pas. Hein. La nuit, quand vous vous levez la nuit et que vous regardez votre téléphone, vous avez du mal à voir ce qu'il y a sur votre téléphone. Vous êtes comme ça, vous êtes ok, quelle heure il est? Je vois pas très bien. Donc déjà pour aller aux toilettes la nuit, c'est un peu un problème aussi. Donc je me suis dit, bon, 50 mg par jour, allez, je vais monter à 75 mg par jour. Hein. Ok. Je me suis dit peut-être que je vais avoir plus de bénéfices et pas plus d'effets secondaires. Bon, entre 50 et 75 mg par jour, pas trop de différence. Même au niveau de l'effet secondaire sur la vision, je pense que c'était un peu plus prononcé. Et voilà, par rapport à cette cure de S4, pour moi, c'était une mauvaise expérience dans le sens où j'ai expérimenté avec cet effet secondaire sur la vision qui est désagréable. Mais en soi, sur cette cure de S4, j'ai pris 2 kilos secs. Je me suis un peu asséché. J'ai pas trop gagné en performance. C'est pas un excellent SARM pour la prise de force. Mais pour moi, voilà, c'est pas non plus un composé à jeter. Je sais qu'il y a beaucoup d'individus qui aiment ce SARM puisqu'il n'est pas du tout androgénique. Il n'a pas d'effet secondaire androgénique, pas d'effet sur la perte de cheveux. Il est très doux au niveau du bilan sanguin. Moi, personnellement, j'ai fait une prise de sang avec le S4. Aucun dérèglement. Donc j'étais vraiment choqué puisque quand même les doses sont assez conséquentes. Hein, 50 mg par jour, ça fait quand même 350 mg par semaine. Et lorsqu'on compare à d'autres SARM plus classiques, généralement les dosages sont entre 10 mg, 10-20 mg par jour. Là, c'est 50 mg, 75 mg. Donc on pourrait se dire, c'est un dosage plus élevé, donc je vais avoir beaucoup plus d'effets secondaires. Alors que non, il y a juste vraiment cet effet secondaire sur la vision qui est contraignant. Mais voilà, ensuite, donc ça c'était ma deuxième cure de S4. Mais j'en ai fait une l'année dernière, donc en 2023. Enfin, j'en ai refait une en 2022, à l'été 2022. J'ai pas constaté grand chose puisque j'utilisais 25 à 50 mg par jour max, donc je constatais pas trop de différence. Donc c'est vraiment à partir de 50 mg par jour que vous allez constater cet effet secondaire sur la vision. Sinon, si vous restez en dessous, il n'y a pas trop de différence. Et j'ai également testé l'année dernière le S4, et si vous vous souvenez, j'ai testé jusqu'à 100 mg par jour et plus. Je suis allé, je crois, jusqu'à 100
100 ou 125 mg par jour au grand max. Et là, l'effet secondaire sur la vision était vraiment très marqué. Mais surtout, ce que j'ai constaté, c'était des migraines et des maux de tête. Donc quand j'étais à la salle de sport et qu'il y avait les lumières qui sont un peu au-dessus là, et ben ces lumières, ça me donnait de la migraine. Je regardais mon téléphone, j'avais mal à la tête. Donc c'était pas vraiment très très sympathique avec ce S4. Quand je vois qu'il y a des individus qui ont testé le S4 pendant... Je connais un mec, j'en ai parlé sur la chaîne, donc Transformation avec les SARMs. Ce mec avait testé le S4 pendant 2 ans non-stop. 2 ans à 100 mg par jour avec de l'œstrogène comme base de testostérone. Donc je me demande vraiment comment il a fait. Mais bon, voilà, le S4 pour moi c'est pas un composé à jeter pour autant, mais vous avez l'ACP105 qui selon moi est bien meilleur que le S4. Il vous apporte exactement les mêmes bénéfices, voire un peu mieux, sans l'effet secondaire sur la vision. Donc voilà, si vous voulez un petit tips à ce niveau-là, prenez de la CP105 plutôt que du S4. Après, si vous avez du S4 et que vous souhaitez l'utiliser en sèche ou que vous l'utilisez justement pour l'absence d'effet androgénique, ça peut être intéressant. Ensuite, autre mauvaise expérience avec les SARMs, j'en ai déjà parlé également sur ma chaîne. Donc pour ceux qui disent que je ne dis que du bien des SARMs, vous n'avez pas vu toutes mes vidéos. Le RAD 140. Le RAD 140, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le RAD 140. Mauvaise expérience, ma première cure de RAD 140, donc on arrive au mois de juin 2021, donc j'avais fait l'Ostarine, j'avais fait le S4, et ensuite j'avais fait ma phase de PCT avec le S4, donc tout allait bien, j'étais en forme, et je me suis dit, pourquoi pas tester le RAD 140 maintenant? Alors qu'au tout début, même pas un an auparavant, lorsque j'entendais parler du RAD 140, j'étais là, ah non, le RAD 140, jamais de la vie, ça a l'air d'être un truc de fou ce truc, jamais je l'approche, trop d'effets secondaires, perte de cheveux, nanani nanana. Et en fait, plus vous avancez dans les SARMs et plus vous vous dites, bon, voilà, là j'ai testé l'Ostarine, bon, allez, je vais me prendre un petit RAD 140 maintenant. Bon, allez, je vais me prendre un petit S23. Vous voyez, en fait, au début vous avez peur, mais plus vous avancez dans le truc et plus vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas si ouf que ça, en tout cas au niveau des effets secondaires. Mais revenons sur le RAD 140. El famoso RAD 140 Testolone. Alors, j'ai commandé du RAD 140, je l'ai reçu assez rapidement, donc c'était à l'époque où Purose livrait assez rapidement. Ce qui aujourd'hui est une époque un peu révolue. Parce que à l'époque, je me souviens, j'avais reçu en une semaine ou deux, même pas. Là aujourd'hui c'est un peu plus 3 semaines, donc désolé pour ceux qui ont du délai dans les commandes de Purose, mais sachez qu'ils ont un volume très important de commandes à traiter, et donc c'est pour ça qu'il y a du retard, mais c'est vraiment des produits d'excellente qualité. On va le prouver ici avec le RAD 140. Donc le RAD 140, j'avais un produit extrêmement concentré. Pour ceux qui connaissent les concentrations de Purose, vous avez des concentrations un peu bizarres au niveau des chiffres. 17 mg par ml, 33 mg par ml, 67 mg par ml. Et moi j'avais commandé le RAD 140 67 mg par ml, 30 ml. Donc si j'avais suivi à cette époque-là les recommandations de dosage que j'utilise maintenant, j'aurais jamais fini le flacon. Mais bon, moi à l'époque je connaissais pas trop le RAD 140. J'ai suivi un peu les recommandations que j'ai trouvé un peu... en fait, à l'époque, il n'y avait pas cette étude... Enfin, j'avais pas encore trouvé cette étude qui montrait les bons dosages à utiliser pour le RAD 140. Je me basais un peu sur les rapports anecdotiques et les recommandations. Et donc, il était recommandé à l'époque de faire un dosage entre 10 et 30 mg par jour. Donc 10 mg pour débuter, 30 mg pour les utilisateurs les plus avancés. Donc moi, je crois que j'ai même pas commencé à 10 mg, j'ai commencé à 15 mg parce que c'était trop compliqué. Je crois que j'avais fait 0,25 ml, même pas, c'était 16,5, 17 mg quoi, à peu près de RAD 140 pour ma première semaine d'utilisation. Première semaine d'utilisation, waouh, je me dis c'est quoi ce produit, c'est un truc de malade. J'allais à la salle, ma force était vraiment décuplée. Première séance avec le RAD 140, je me souviens à l'époque je faisais du curl et directement j'ai monté de 4 kg par main ou un truc comme ça sur les premières séances avec. Et pas fatigué, j'avais une endurance vraiment exceptionnelle, enfin une endurance de force, pas forcément une endurance. Enfin je continue à faire du cyclisme aussi à cette époque-là. Mon endurance n'a pas été impactée
Mais je gagnais en endurance de force, mon physique se remplissait, j'étais beaucoup plus dense. Enfin, en quelques semaines, j'ai eu des changements vraiment notables. Donc, 16 mg par jour pendant 1 à 2 semaines. Donc, je constatais pas forcément les effets secondaires négatifs tout de suite. Enfin, je commençais à ressentir un peu plus d'irritabilité, un peu plus de colère, un peu plus d'impulsivité surtout au niveau de mes réactions. Donc, voilà, j'avais un peu de mal à... Je suis pas quelqu'un d'impulsif de base, mais là, c'était difficile avec le Rad 140. Et au bout d'1 semaine ou 2, donc je me suis dit, bon, il n'y a pas tant d'effets secondaires que ça, bien que mon sommeil commençait un peu à... J'avais un peu de mal à m'endormir, je me réveillais un peu plus souvent dans la nuit, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être passager, je vais monter les dosages. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté, au lieu de faire des incréments petit à petit, hein, comme je le conseille maintenant à tout le monde qui veut faire de la recherche avec les SARMs, j'ai directement monté à 30 mg par jour. J'en rigole ici parce que je me dis, mais à l'époque, j'étais tellement bête. Voilà, c'est pour vous dire que beaucoup de gens me voient comme un expert des SARMs. C'est peut-être le cas aujourd'hui, parce que j'ai pris de la maturité et tout ça, mais à l'époque, j'étais un peu foufou. Enfin, en fait, il faut prendre un peu mon... Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de regarder mes autres épisodes du podcast. Il faut prendre un peu ma personnalité et puis mon background, on va dire. Comme je sortais d'une maladie, l'anorexie, et que j'avais rien fait de fou dans ma vie. C'est-à-dire pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, je buvais même pas de café, même. Enfin, j'étais vraiment dans un... En fait, il faut savoir qu'avant d'utiliser les SARMs, j'étais vraiment dans un mood totalement différent. Si vous m'aviez vu 1 an ou 2 avant de commencer les SARMs, j'étais vraiment monsieur naturel. J'étais... Ok. Je faisais tout... Je mangeais vraiment les aliments les plus purs possibles. Je contrôlais mon alimentation au gramme près. Je mangeais paléo. Voilà, j'étais vraiment très strict. Je buvais pas de café, je buvais que du thé. Parce que pour moi, le café, c'était trop excitant, c'était trop stimulant, etc. Et en fait... Au bout d'un moment, j'ai compris que, ok, pour guérir de cette maladie, en fait, il fallait que je lâche toutes mes restrictions, toutes mes habitudes, toutes mes mauvaises habitudes. Voilà, toutes ces obsessions, fallait que je lâche ça. Donc j'ai commencé petit à petit en commençant à manger de tout, à recommencer à manger de tout. Donc c'est vraiment important pour ceux pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Le but à long terme, ce n'est pas juste de prendre du poids. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une relation avec la nourriture qui est 100% saine. Une relation saine avec la nourriture. C'est-à-dire que, ok, je mange sain la plupart du temps, mais faut pas que je panique si jamais je mange un truc qui est pas 100% clean, 100% pour mes objectifs, etc. Donc vraiment, recommencer à apprécier la vie. Après, je dis pas que c'est mal toutes les personnes qui contrôlent leur alimentation et tout ça, mais ça peut amener quand même à certains troubles du comportement alimentaire. En tout cas, si vous êtes prédisposé. Après, si vous faites de la compétition, etc., et que c'est nécessaire, je comprends. Mais voilà. Donc, je me suis un peu écarté du sujet. Donc en fait, je suis passé de monsieur 100% naturel à monsieur qui commence à tester toutes sortes de produits un peu exotiques. Et pour moi, c'était un peu une renaissance à ce niveau-là. Je me disais, mais en fait, j'ai pas profité de la vie pendant tant d'années, donc là je peux commencer à en profiter un peu. Donc voilà, donc c'est pour ça que peut-être au niveau de mes décisions, j'étais un peu impulsif et de me dire, ok, je vais tester 30 mg parce que voilà, j'avais pas notion des effets secondaires et du risque peut-être. Donc voilà, je monte à 30 mg et directement, bon déjà les performances augmentent de fou, également le physique se remplit encore plus, etc. Mais je commence à avoir tous les effets secondaires négatifs du Rad 140 amplifiés. C'est-à-dire, je n'arrivais plus à dormir. Je dormais 4-5 heures par nuit, grand maximum. Également, la perte de cheveux. Je commence à perdre des cheveux. Je me dis, c'est bizarre, je suis pas prédisposé à la perte de cheveux. Pourquoi je perds des cheveux? Et oui, c'était le Rad 140 qui me faisait perdre des cheveux. Je commence également à être très irritable, à être très aigri. Je me souviens, j'étais avec mes potes à la salle et je commençais à m'isoler. Je commençais à ne plus apprécier les blagues. En fait, j'appréciais plus personne. Je voulais être tout seul. C'est un peu l'effet que vous faites le Rad 140, c'est que quand vous vous entraînez, vous êtes à fond, vous êtes ok là. Vous vous sentez un peu le roi du monde. Vous avez cette
cette confiance en vous, mais en même temps, vous n'êtes pas bien. Enfin voilà, c'est un peu un sentiment bizarre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le RAD 140 justement parce qu'il leur permet d'être focus. Oui, le RAD 140 va vous permettre d'être 100% focus sur votre entraînement, sur vos objectifs, etc. Mais il va vous rendre un peu aigri et voilà, irritable. En tout cas, au dosage extrêmement élevé. Si vous restez à 10 mg par jour, voire moins, vous êtes OK, je pense. Mais si vous montez plus élevé que ça, vous allez avoir les effets secondaires communs du RAD 140. Donc voilà, j'ai passé quelques semaines à 30 mg. Donc au lieu d'ajuster mon dosage, je continue. Ensuite, je commençais à ne plus pouvoir dormir, à avoir la perte de cheveux, à être irritable. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais arrêter. Donc je me souviens que je partais en vacances pour 2 semaines. Donc j'ai totalement coupé, j'en avais marre. J'ai dit, ok, je vais arrêter les SARMs. En fait, je pouvais plus m'entraîner correctement pendant 2 semaines. Enfin, je pouvais m'entraîner au poids de corps, faire du vélo, etc. Mais je pouvais pas aller à la salle. Donc je me suis dit, ok, je vais arrêter le RAD 140 pendant 2 semaines. Je vais laisser la substance quitter mon corps. Et puis ensuite, quand je reviens de vacances, je vais recommencer à utiliser des doses plus cohérentes. Et c'est là justement où j'ai commencé à m'intéresser au dosage pour le RAD 140 et que je suis tombé à la conclusion que un dosage de 0,1 mg par kg de poids de corps, c'est largement suffisant pour obtenir tous les bénéfices, en tout cas 90-95% des bénéfices sans les effets secondaires. Donc voilà pour le RAD 140. Donc j'ai arrêté pendant 2 semaines. Et en fait, si vous suivez ma chaîne, je le répète encore, vous le savez que le RAD 140 a une demi-vie de 60 heures, voire plus. On ne sait pas vraiment, mais ce qui a été conclu sur les dernières études, c'est qu'il a une demi-vie de 60 heures. Et donc, le produit va mettre 5 demi-vies à sortir complètement dans votre organisme. Donc si on se base sur la demi-vie de 60 heures, ça veut dire qu'il va mettre 12 jours à sortir complètement de votre organisme. Donc pendant 12 jours, lorsque j'ai arrêté le RAD 140, j'avais toujours du RAD 140 dans mon système. Et j'arrivais toujours pas à bien dormir. J'étais toujours irritable. Et j'ai vraiment eu du mal à apprécier mes vacances à cause de ce RAD 140. Donc voilà, je suis rentré de vacances et j'ai recommencé à utiliser des doses de 10 mg par jour maximum. Et à partir de ce moment-là, les effets secondaires ont commencé à se dissiper. Et pour autant, j'ai continué à progresser et à sécher. Donc voilà, j'ai eu une bonne expérience, mais pour moi, ça a été une mauvaise expérience dans le sens, la première partie de l'expérience, si vous voulez. Donc voilà, pour le RAD 140, ça a été ma 3e mauvaise expérience avec les SARMs. Est-ce que je pourrais rajouter une mauvaise expérience à ça? Je suis en train de réfléchir. Alors, le RAD 140, LGD... Donc non, je pense que on est bon au niveau des mauvaises expériences. Après, c'est vrai que j'ai eu quelques désagréments ou effets secondaires avec certains autres SARMs, etc. Mais ça n'était pas de l'ampleur de ces trois cycles-là. Enfin, moi, là, si je pouvais classer les 3 expériences du pire au moins pire, je pense le RAD 140 en premier, l'Ostarine suppression en 2e et le S4 en 3e. Après, sur les autres SARMs, je pense que la cure de RAD 140 que j'ai fait à ce moment-là m'a vraiment appris et m'a vraiment donné une leçon dans le sens où, ok, tu utilises des SARMs, mais il faut pas faire n'importe quoi, il faut se renseigner sur le sujet, il faut bien faire les choses. Et c'est à ce moment-là que, à partir de ce moment-là, j'ai fait vraiment mes cures très bien. J'ai vraiment très bien fait mes cures, je les ai fait planifier, vraiment réfléchis, etc. Donc j'ai plus eu ces problèmes que j'ai pu avoir en premier lieu avec ces cycles-là. Et puis voilà, ça m'a pas empêché de continuer à progresser après ces expériences-là. Bien que voilà, j'ai pas forcément... vous savez, je vous ai déjà expliqué mon histoire dans ce podcast. Mais voilà, par rapport à mes 3 mauvaises expériences avec les SARMs, donc j'espère que pour ceux qui disent que je ne dis que du bien des SARMs, je vous invite à voir cette vidéo. Vous voyez que je ne dis pas que du bien des SARMs, j'ai eu des mauvaises expériences avec. Si vous avez aussi eu des expériences qui ne sont pas très bien passées, ou voilà, si vous avez eu ce type d'expérience, n'hésitez pas à la partager en commentaire de ce podcast. Ça sera extrêmement intéressant de pouvoir en discuter avec vous. Également, si vous avez des questions par rapport à mes expériences avec les SARMs, c'est pareil, posez-les-moi.
Dans les commentaires, si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à liker le podcast, à laisser un commentaire pour aider à l'algorithme, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Également, par ailleurs, si vous m'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc., n'hésitez pas à enregistrer le podcast, à me laisser un avis positif, ça serait extrêmement bienveillant de votre part. Je pense que pour le prochain épisode, l'épisode 11, on parlera de mes meilleures expériences avec les SARMs. Ça fera un peu un contraste entre les deux épisodes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et puis on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.